jours, c'est plus compliqué. Voilà. Très bien. Merci. Je laisse la parole au rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Sauquet, pour vos réponses. J'ai en fait une seule question qui se décline, qui porte sur la stratégie de décarbonation de l'entreprise. Et je pose la question de manière un peu directe parce que, au fond, c'est pas forcément le rôle d'une entreprise comme Total d'avoir une stratégie de décarbonation. Le rôle, j'imagine, de votre entreprise, c'est d'avoir une stratégie économique, entrepreneuriale, avec des engagements de diverses natures qui peuvent être d'ordre environnementaux, RSE. Mais quand je vous écoute, j'ai l'impression qu'il n'y avait aucun intérêt pour la décarbonation jusqu'à la COP 21, et que c'est parce que, et ce qu'on peut comprendre pour une multinationale, c'est parce qu'il y a eu un signal très fort donné à la COP 21, c'est-à-dire l'idée que l'ensemble des pays, et donc l'ensemble de vos clients, allaient s'investir sur le sujet de la décarbonation, que la décarbonation devenait un angle entrepreneurial d'investissement. À nouveau, je dis ça sans aucun jugement, c'est pas du tout l'intérêt de ma question. Mais quand bien même ce serait cela, et même si des réflexions préalables étaient menées, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que depuis au moins 2010 ou 2012, je crois que c'est un peu la borne que nous ont donné un certain nombre de nos auditionnés jusqu'ici, à la fois le déploiement et le déploiement des ENR se facilite, et puis le coût des ENR baisse sensiblement. Et comment est-ce que vous expliquez que l'entreprise ne fait pas le choix économique, entrepreneurial, décarboné de se lancer plus fortement dans ces énergies? Et du coup, j'ajoute la question attenante, puisque M. Pouyanné en avait parlé. Comment est-ce que, au début des années 2000, dans un monde où la question de la décarbonation, de l'importance de l'empreinte carbone pour l'ensemble des pays est déjà bien connue, comment est-ce que vous faites le choix du gaz comme énergie de transition, alors que tout est à développer et qu'on connaît les coûts initiaux en termes d'infrastructure du gaz, et comment est-ce que finalement vous arrivez à mettre de côté aussi vite des choix d'infrastructure, énergie renouvelable ou nucléaire? J'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre ça, et j'ai encore un peu plus de mal à comprendre le jugement que vous portez sur l'énergie nucléaire aujourd'hui, a posteriori, avec la difficulté, la fragilité du parc, j'entends bien, mais en particulier au début des années 2000. Alors, encore une fois, nous sommes effectivement une entreprise, et l'entreprise, ça a notamment des clients. Et donc, ce qui est important pour nous, c'est d'anticiper, parce que on a besoin d'investir 5 ans, 10 ans, 15 ans avant souvent de produire de l'énergie. Donc, on essaie d'anticiper la demande de nos clients. Et la devise du groupe, c'est d'apporter à nos clients une énergie qui soit fiable. Donc ça, c'est important. C'est pour ça que les énergies alternatives, ça fait partie de la panoplie, mais ça ne peut pas suffire. On veut que cette énergie, elle soit propre, bien entendu, parce que les clients souhaitent tous de l'énergie propre, mais derrière, ils veulent aussi de l'énergie qui soit abordable. Et donc ça conduit. Alors on peut avoir des postures en disant il n'y a qu'à Faucon, le monde ne veut plus d'émissions de carbone, mais c'est pas notre expérience. Et notre expérience, c'est que oui, il y a une aspiration à avoir des énergies décarbonées. Oui, elles ont fait beaucoup de progrès, et je pense qu'on y a lourdement participé dans les années 2010. Le coût de production de l'électricité photovoltaïque, c'était 500 euros par mégawattheure, et on est descendu en Europe à 50, et dans les pays très ensoleillés où on œuvre, on est à 15. Donc bien sûr, ça fait beaucoup de progrès. Par contre, ce qu'on n'a pas résolu, c'est que ça ne produit pas la nuit. Donc ça, c'est toujours là. Mais il faut que cette énergie, elle soit, encore une fois, elle remplisse ces trois critères. Et il n'y a pas d'énergie idéale, donc il faut, donc c'est une affaire de compromis. Et ces compromis-là, c'est quand même les clients et les États qui réglementent, qui soutiennent certaines énergies, qui en taxent d'autres, qui influent sur les choix de nos clients. Mais à la fin, ce n'est pas nous qui pouvons imposer à nos clients de choisir une énergie plutôt que telle autre. Je peux vous dire, quand on a commencé à développer l'énergie, les ventes d'énergie électrique aux particuliers, maintenant en Europe, on a 9 millions de clients, donc c'est pas rien. On a mis l'électricité
verte au même prix pour démarrer, on avait à peu près un taux de succès de 1 sur 2. Maintenant, il y a un petit plus sur l'électricité verte par rapport à l'électricité qu'on appelle grise, qui est largement décarbonée en France, mais qui est quand même carbonée. Je ne sais plus où est-ce qu'on en est, mais c'est 10% des clients qui choisissent ça. Et dans nombre de pays, je vais même vous dire en France, je peux vous livrer une anecdote, on est entre nous. Je sais qu'à un moment, on a eu certains maires en France qui nous ont dit non, mais Total, il faut que vous arrêtiez de produire des hydrocarbures. Et ma réflexion, c'est de dire, mais monsieur le maire, écoutez, si vous voulez, on ferme les stations-service dans votre commune. Ah non, vous ne pouvez pas faire ça. C'est pas à nous, effectivement, on n'est pas des dictateurs, on n'a pas les moyens de dire à nos clients, voilà ce que vous allez consommer, c'est plus cher ou c'est moins bien, mais c'est ce que... Non. Donc ce qu'on essaie d'anticiper, c'est ce qu'ils vont vouloir, et ce qu'ils vont vouloir, évidemment, est lourdement dicté par les réglementations, mais encore une fois, une entreprise, on n'a pas le moyen